Salut et bienvenue maintenant dans ce succès interplanétaire qu'est Face à Pierrot, puisque lorsque j'ai posté mon appel à questions hier, nous en étions à 199 000 vues et que nous avons franchi la barre historique des 200 000 vues cette nuit, puisque nous terminons à 201 000 vues. Merci. Maintenant, il faut faire aussi bien cette semaine. Espérons. La première question de cette semaine est de Elsie Matt. Elle est très courte, mais quelle est ta plus grande émotion sportive depuis le début de ces JO ? Écoute, j'ai pas toujours tout pu voir en direct, notamment les courses de Léon Marchand. Ce que j'ai vraiment suivi devant ma télé comme une midinette pendant toute la compète, c'est la compétition par équipe du judo avec la victoire de Teddy au Golden Score 4-3. Voilà, beaucoup d'émotions, un super scénario, la France menait 3-1, le petit Gaba qui va remporter un combat qui était visiblement perdu d'avance. Voilà, c'était, je dirais que pour l'instant c'est ma plus grosse émotion, avec à titre personnel la finale de tennis, puisque mon sport préféré reste quand même le tennis, avec le foot bien sûr, mais ouais, la finale de judo. Alex Nissa du 06 me dit Djokovic champion olympique en produisant en tennis qu'on ne l'a pas vu produire depuis le début de l'année 2024. Djokovic te surprendra-t-il toujours, car on était peu à voir le Djokovic du début de tournoi rivaliser avec Alcaraz. Alors là où tu as raison, Alex, c'est que il faut bien voir que ce soit tant pour Djoko que pour Carlito, les premiers tours de Jeux Olympiques sont un peu, je vais dire, indignes de leur niveau, mais c'est pas loin, parce que évidemment, il y a des représentants par pays, et t'as des petits pays qui se retrouvent face à des joueurs du top 10 mondial, et que ça donne des matchs très déséquilibrés. Mais c'est vrai que jusqu'à la finale, l'impression laissée par Alcaraz était énorme, et celle de Djoko, même si ça montait en puissance, même s'il a fait une très belle demi-finale contre Musetti, je pensais plutôt qu'Alcaraz allait l'emporter, mais c'est vrai que Djoko a sorti un match exceptionnel. Exactement comme tu le dis, comme on n'en avait pas vu en 2024. Il était en mission, il avait faim. Alcaraz aussi avait faim. Moi, le seul reproche que je ferais à Alcaraz, c'est cette quasi-infirmité en retour de service pendant tout le match, et que le service de Djoko ne nécessite pas qu'on se mette 5 mètres derrière la ligne de fond pour le relancer. Et je regrette qu'il n'ait pas essayé de changer à ce niveau-là, mais je pense que les deux coups droits croisés en accélération dans des échanges pourtant mal engagés de Djoko dans le tie-break du deuxième set resteront ou dans l'histoire du jeu ou dans son histoire à lui. Alex Nissa du 06, toujours, on n'a pas eu beaucoup de films sur le tennis, mais parmi ces films, si tu les as vus, à savoir Bataille des sexes, Borg McEnroe, le film 5 et 7 avec Alex Lutz, lequel de ces films as-tu le plus apprécié ? Alors, j'ai aucun souvenir de Bataille des sexes. Borg McEnroe, je trouvais que ça donnait une image assez malaisante des deux. On avait vraiment l'impression de voir deux teenagers extraordinairement mal dans leur peau, et qu'on avait finalement du mal à comprendre comment ces deux-là pouvaient être aussi dark dans la vie et aussi éblouissants sur le terrain. J'ai pas trop aimé. Le 5e set d'Alex Lutz, c'est pas vraiment un film sur le tennis, hein, c'est plutôt un numéro d'acteur d'Alex. Non, le film de tennis que j'ai préféré, je me souviens plus depuis hier du titre, c'est un film sur, je crois que c'est La plus belle des victoires, je crois, hein, avec Kirsten Dunst et Paul Bettany à Wimbledon. C'est assez bien filmé, c'est une petite comédie romantique à l'anglaise, très sympathique sur fond de Wimbledon.
Mais bon, c'est vrai que les films autour du sport, quand j'avais mon projet de film à Lens avec Matt Pokora, c'est quelque chose que j'ai souvent entendu. Il me dit, oh, les films sur le foot, et en plus généralement les films sur le sport, ça marche jamais. Yvous me dit, il y avait un brin de pessimisme chez toi par rapport aux JO, notamment l'impact sur le quotidien des Parisiens. Est-ce que tu vois des JO, est-ce que tu vois des JO depuis le début de la cérémonie d'ouverture à l'organisation, au public et les médailles atténuent ce ressenti? J'étais pas spécialement pessimiste. Je craignais que ces JO aient un impact négatif sur la vie des Parisiens. Pour ce que j'en sais, puisque comme vous le savez, je n'habite plus à Paris. Paris est vide. En fait, j'ai envie de dire que quasiment tous les gens qui sont à Paris vont remplir les tribunes des JO. Il y a personne dans le métro. Après, il y a comment... Ah, vos gueules, les mouettes. Je dînais vendredi soir avec des amis hôteliers de Paris, qui ont 3 hôtels à Paris, qui m'ont dit que le mois de juin, qui est traditionnellement le mois le plus fort pour eux, parce qu'il y a beaucoup de salons et tout ça, a été une catastrophe absolue, avec un chiffre d'affaires moins 50%, parce que Paris était complètement verrouillé dans l'attente des JO. Là, c'est pas l'embellie qui avait été promise aux hôteliers, hein, loin de là, mais ça se passe plutôt pas mal. Et les hôteliers et les restaurateurs misent plutôt sur les retombées des JO dans les années à venir, comme ça a été le cas à Londres. Londres, ça a pas très bien tourné pour ces gens-là pendant la compète, ça a surtout bien tourné après la compète. Après, les sites sont sublimes, l'ambiance est géniale, et tant mieux. Et puis c'est vrai aussi que les sportifs français sont au rendez-vous, donc ça augmente en plus ce sentiment d'euphorie. Lichagone me dit, que penses-tu de la performance de Lacazette au JO, et penses-tu que sa participation soit une entrave à une bonne saison avec l'OL, pas de prépa et moins de repos? Pas de prépa, non, moins de repos aussi. Il va certainement manquer les 15 jours, 3 semaines, première semaine de compète. C'est un sacrifice qu'a fait l'OL pour le football français. C'est un sacrifice qu'a fait Lacazette pour le maillot bleu, et je trouve dans les deux cas que c'est quelque chose qu'il faut être souligné dans le bon sens. Maintenant, les performances de Lacazette, j'avoue que j'ai adoré son match contre l'Argentine. Alors, dire qu'il a joué avant-centre serait très exagéré. J'ai plutôt souvent vu en position de milieu défensif, mais voilà, il a donné son corps pour l'équipe de France, et ça, c'est toujours quelque chose de très valorisant pour le joueur, pour l'équipe, et ça m'étonne pas d'Alex en plus. Pascal du 82 me dit, vous attendiez-vous à avoir encore cette popularité malgré vos différents soucis de santé ou autres? J'aime bien le ou autre. Vous attendiez-vous à avoir ce succès sur votre chaîne YouTube malgré certaines attaques personnelles qui existent encore? Ma popularité, je pense qu'il faut aussi la remettre, je veux dire, là, j'ai fait 200 000 vues sur mon dernier Face à Pierrot, ça reste 5 fois inférieur à une audience banale du temps où je faisais le CFC. Donc je relativise aussi par rapport à ça. Est-ce que je m'attendais... Je pense pas que tu puisses faire quelque chose pour avoir du succès. Tu fais quelque chose pour le faire, parce que tu as envie de le faire, parce que j'avais peut-être aussi envie de garder un lien avec les gens qui m'aiment. Voilà, et donc oui, je suis content du succès, j'espère que ça va continuer. Je cherche des axes d'amélioration. Le problème, c'est que je suis tellement faible techniquement
que ça m'oblige d'avoir de l'aide pour ça, mais oui, je suis très content. Lichagone me dit Calafiori à Arsenal, Mikotadze à Lyon, ou encore Iñaki Williams. Doit-on se méfier des recrutements avec la fameuse taxe post-euro? Alors, Mikotadze à Lyon, je suis pas certain que son euro ait beaucoup pesé dans les négos. Je pense que c'était déjà très bien engagé avant l'euro et que c'était plutôt sa deuxième partie de saison à Metz qui a incité l'OL à le faire revenir à la maison. Après, je pense qu'il est normal, surtout dans des postes défensifs comme Calafiori, qui est une prime à un bon euro. Surtout que faire un bon euro avec cette équipe d'Italie, il fallait quand même le faire. Voilà, donc il y a eu pire au niveau des taxes post-euro ou post-Coupe du Monde. Là, je trouve que, et d'une manière générale, et quelque part je m'en félicite, je trouve que le monde du foot est plus raisonnable. Ludovic Gavard me dit, quand on voit Antoine Griezmann kiffer les JO et faire le buzz avec ses alertes médailles, dommage qu'il ne soit pas avec la team de Thierry Henry. Penses-tu qu'il aurait à l'image d'un Lizarazu, qu'il pourrait être à l'image d'un Lizarazu un futur consultant? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Après, les meilleurs joueurs ne font pas forcément les meilleurs consultants. Il faudrait d'abord voir s'il en a envie et essayer. Après, dommage qu'il soit pas là avec l'équipe de Thierry Henry. J'ai envie de dire que c'est un peu comme Mbappé, quand on voit la profondeur de la nullité de son euro. Je pense pas que ça aurait été une bonne idée de lui faire refaire une compète quelques semaines plus tard, alors qu'il était déjà extrêmement émoussé sur le plan physique durant cet euro. Ludovic Gavard encore me dit, tu regardes France TV ou Eurosport? Moi je trouve que France TV gère bien, d'ailleurs au vu des audiences, pourquoi TF1 ne retransmet-il plus rien? TF1 ne retransmet rien parce que TF1 n'a pas acquis les droits, que de toute façon générale, et depuis maintenant pas mal d'années, TF1 est extrêmement frileux sur les droits sportifs. France 2, oui, je regarde un petit peu. C'est vrai que je suis finalement beaucoup plus sur Eurosport, d'abord parce que j'ai beaucoup regardé le tournoi de tennis et qu'il y avait une chaîne dédiée d'Eurosport sur le tennis avec l'incroyable Frédéric Verdier et les adieux de Jean-Paul Lotte que je regretterais beaucoup. D'ailleurs, je repasse, j'ai dit que la finale, ils l'ont commenté en plus avec Tom Leb, qui est le fils de Michel Leb, qui a fait un commentaire absolument magnifique. France 2, ils font ça à la France 2, donc c'est-à-dire que c'est assez inégal au niveau des consultants, hein. Il y en a des très bons, il y en a des très mauvais, ce qui est un petit peu normal vu le nombre de sports retransmis. Lichagone me dit, sais-tu à quel point une négociation pour signer un joueur est difficile? En tant que supporter, on a tendance à regarder la valeur du transfert marque du joueur et se dire pourquoi on ne le signe pas, quels sont tous les facteurs à prendre en compte, merci. Alors c'est vrai que le transfert marque est un outil intéressant, mais c'est un outil qui ne tient pas compte de la psychologie du joueur, de la psychologie de sa femme, et avant tout de son envie. Il y a des joueurs qui ne peuvent avoir pas envie d'aller dans un club pour plusieurs raisons, qui peuvent aller de la vie, du climat, au-delà de la réputation des clubs, c'est quand même plus agréable de vivre à Paris que de vivre à Manchester. Il y a des joueurs qui ont quitté des clubs parce que leurs femmes ne parvenaient pas à s'y acclimater. Moi, quand j'étais à Reims, on était à un match un vendredi soir, et on attendait que Laurent Leroy vienne visiter les installations et signer son contrat. Il est jamais venu. Donc, un transfert, tu peux avoir une bonne info pendant 3 jours et que cette info, elle éclate comme une bulle le 4e jour parce que il y a eu un grain de sable, parce que il y a le joueur, le club vendeur, l'agent qui a demandé d'un seul coup plus de pognon et que ça a fait foirer la transaction.